Vendredi 14 mars. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Australie 2025, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, vous allez entendre le plus d'informations possible pour que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de faire de la place à notre collaborateur aujourd'hui, en ce vendredi. On est avec l'analyste qui fait la description des courses de simulation sur la chaîne du GTCQ.tv. Il est aussi un pilote de la division élite dans la team FSR. François Goulet, comment ça va? Ça va très bien, en toute honnêteté. Puis même si on s'est parlé un peu dans les derniers jours, je dois quand même avouer que je me sens très bien en ce moment parce que cet enregistrement-là de toi et moi marque non seulement le début de ma fin de semaine, donc c'est vraiment comme un petit poids de moins, mais en même temps, on sent l'été qui arrive avec le Grand Prix d'Australie, donc le début de la saison. Puis vu que j'ai manqué certains épisodes, que j'ai été invité à participer, mais que j'ai pas pu pour raison familiale ou de compétition de course en ligne, ben enfin, je peux revenir au F1 podcast puis m'amuser avec toi puis les auditeurs. Ah, on est bien content de t'accueillir pour, on va dire son entrée officielle, même si tu étais avec nous pour l'entre-deux saisons, là, notre épisode spécial. Mais c'est ton entrée officielle en 2025. Il y a plein de sujets que tu t'es pas vraiment prononcé dessus. On va trouver une façon là, d'un peu faire ça à travers l'épisode d'aujourd'hui. Pour les gens qui sont pas habitués, je l'expliquais en début d'épisode, comme quoi votre guide, bien ça le dit, c'est le guide pour le week-end de course. On avait commencé à en faire l'année dernière. Jean-Christophe est avec moi certains vendredis, des fois c'est toi. Jean-Christophe aujourd'hui se balade dans un circuit, sur un circuit en Italie, en GT3 dans une Mercedes Misère. de la famille Antonelli. Donc c'est ce qu'il fait présentement, lui. Ouais, il y en a qui ont plus de contacts que d'autres, donc ben on lui souhaite bonne chance. Puis moi, j'aimerais vraiment ça que ça marche très bien pour lui parce que ça me ferait une nouvelle série à écouter. Moi qui écoute beaucoup de GT, puis j'aime toujours voir des pilotes québécois performer là, à travers la planète. Puis en plus, ben c'est notre Jean-Christophe, fait que j'ai vraiment un intérêt marqué là pour l'évolution de ça. Oui, j'espère que ça a bien été. J'ai hâte d'avoir des nouvelles. Moi aussi, bon, on va en donner aux auditeurs aussitôt qu'on va en avoir. Euh, petit changement cette saison, un changement positif. Tu n'es pas sans le savoir. On a eu une conversation ensemble, comme quoi on a eu l'ajout d'un commanditaire, quelqu'un qui a décidé de parrainer le F1 podcast. C'est l'entreprise québécoise Descoeurs Incorporée. J'avais fait un petit jeu de mots la semaine dernière. Les gars l'ont bien aimé, comme quoi que on avait besoin de monter à un autre niveau, puis ça pourrait pas mieux tomber qu'un gars qui construit des escaliers pour nous aider à faire ça. Donc, Décor Incorporé, c'est ce qu'ils font, c'est leur spécialité, que ce soit pour de l'installation ou que ce soit pour du matériel de construction d'escaliers intérieurs, eh bien, ils sont des leaders au Québec là-dedans. Chaque réalisation, eux, est faite sur mesure et on offre un service humain de leur côté. Donc, si vous avez besoin de faire quoi que ce soit dans des travaux qui ont rapport aux escaliers, ben, faites appel à Descoeurs. C'est une façon d'encourager le F1 podcast aussi. Aujourd'hui, on va commencer avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité dans le monde de la Formule 1, eh bien, il y a eu quelques nouvelles. Celle qui a retiré le plus l'attention chez les auditeurs et chez nous aussi, c'est la signature d'Oscar Piastri. Son contrat était pas dû, mais on voit qu'on veut sécuriser l'avenir de McLaren, l'avenir de notre jeune pilote qui a vraiment fait belle figure. Seulement 2 saisons en F1, puis on dirait que ça fait déjà plus longtemps que ça qu'il est là. Puis on voulait surtout pas reproduire l'erreur qu'Alpine avait faite, hein. Tu t'en rappelles, Oh François, oui. les Ouais. petites technicalités, les virgules aux bonnes places, mais surtout les signatures en bas des bonnes pages. On n'avait pas Mhm. ça du côté d'Alpine et ça nous a coûté très très cher parce que du même coup, une saison, on a perdu Fernando Alonso qui est allé chez Aston Martin, puis on a perdu Oscar Piastri. Piastri, d'une certaine façon, peut-être pas la même carrière qu'Alonso, mais j'ai l'impression que c'est pas une grosse déclaration de dire que ça va nous faire beaucoup plus mal sur le long terme là, de ne pas avoir sécurisé les services de Scar Piastri pour l'avenir de l'écurie Alpine. Tu as pensé de quoi, toi, de ça? Tu vois ça, tu sais, en gros, c'était prévisible que McLaren voudrait garder les services de Piastri, mais toi, tu vois ça comment pour l'avenir de McLaren, là? Ben, en fait, c'est un geste qui avantage tout le monde, des deux parties.
C'est certain que dans le cas d'Oscar Piastri, bon, c'est un pilote qu'on voit faire de très belles choses, mais on est encore loin d'avoir atteint le plein potentiel. Donc, on voit chez McLaren, on peut voir chez Piastri, pardon, de McLaren à Piastri, une échelle d'évolution devant nous on ne sait pas où le plafond va se trouver. Puis Ouais. Piastri a montré tellement de belles choses. C'est déjà un des meilleurs pilotes sur la grille pour les bagarres roue dans roue, très spectaculaire, gagnant de Grand Prix. Donc oui, et en même temps, d'avoir déjà réglé ça en début de saison, on met déjà tu sais, on laisse ce petit trouble-là, là, ce petit souci des fois, là, ce qu'ils appellent la silly season là, en anglais, de devoir négocier ou d'avoir peur que notre pilote s'en aille ailleurs. Donc, pour McLaren, ben, c'est un beau geste parce que ça solidifie le duo de pilotes qui est extraordinaire qu'ils ont dans l'écurie. Puis pour Piastri, ben, en ce moment, il re-signe à long terme avec la meilleure écurie sur le plateau. Donc, c'est bon pour tout le monde. Puis moi, ça me fait plaisir parce que je pense que Piastri s'est trouvé une très bonne niche chez McLaren et j'ai hâte de le voir grandir, là, sachant qu'il va rester là encore plusieurs années. Moi, j'ai déjà hâte de le voir prendre ce qu'il va être capable de faire cette saison-ci. Je le disais au début, c'est seulement 2 saisons en carrière. On dirait que ça fait beaucoup plus longtemps C'est qu'il est vrai. là. Tu fais bien de le mentionner, il fait partie des meilleurs pilotes. Les pilotes de la grille dans le sondage l'avaient mis dans le top 10. Donc déjà à son âge, c'est déjà trouvé une place là. Puis nous, on s'est prêté au jeu là, de refaire ce sondage-là dans l'épisode Entre deux saisons là, qui est sorti à la fin janvier. On a refait ce classement-là, puis on était pas mal unanime de placer Piastri non seulement dans le top 10, mais de mémoire, on l'avait tous placé dans le top 5 aussi, là. Ouais, je Euh, pense que c'est quelque chose comme ça. c'est ça, ce qui est quand même assez. Je trouve que c'est une belle preuve du cheminement qu'il a fait. Puis pour continuer là-dessus, là, de voir c'est quoi qu'on va être capable, qui nous réserve cette année dans cette évolution-là. Le plafond, on l'a pas vu encore, donc jusqu'où on va être capable de voir le meilleur d'Oscar Piastri. C'est ça qui va être intéressant. Puis on a assuré ça du côté de McLaren de dire au moins, on parle aux alentours de 2028. Là. On n'a pas vraiment montré notre jeu côté signature. On n'a pas dit les montants d'argent comme qu'on le voit souvent en F1. Puis on n'a pas nécessairement clarifié le nombre d'années, mais c'est facile de s'avancer que c'est au moins jusqu'à la fin de 2028. Mhm. Ça, c'est quelque chose qui me surpris un peu en début de saison. Autant que l'année dernière, on parlait des agents libres parce qu'il y en avait beaucoup. C'était une saison historique. Il y avait 14 pilotes qui avaient des contrats qui venaient à échéance. Cette année, je trouve que ça a passé un peu inaperçu du fait que Mercedes ont deux pilotes qui n'ont pas de contrat pour la saison prochaine. Bien sûr, Mhm. Kimi Antonelli, c'est un jeune. On y va normalement c'est du cas par cas, année par année. C'est pratiquement même des fois course par course qu'on est si jeune que ça. Du côté de George Russell, ben ça, c'est un peu différent. Parce que ça pourrait être les prochains ce qui pourrait retenir l'attention dans les prochaines semaines, les négociations, surtout que là, il y a des places qui se ferment. Du côté de Racing Bulls, ben, bien sûr, Yuki Tsunoda, c'est 1 an de contrat seulement. On y va toujours à coup d'1 an. Pour ce qui est d'Isaac Hadjar, ben, c'est un pilote, même chose, pilote recru. Il y a pas il y a pas de contrat long terme pour lui. Surtout chez Red Bull, là. Ouais, il n'y a jamais encore moins de Dans long la terme chez famille Red Red Bull, Bull. là. Ouais, non, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est toujours du court terme. Donc, fait que c'est pour ça. Fait que présentement, c'est ce qui se dessine. Fait que le nouvel agent libre là, qu'on peut le plus convoité, qu'on pourrait regarder, c'est George Russell. Ça va être Tout à fait. intéressant de surveiller ça. On l'a pas trop cuisiné Toto Wolff en début de saison. Là, contrairement, il me semble que les journalistes auraient géré ça différemment si ça avait été dans d'autres écuries. Là, on dirait qu'on le laisse un peu tranquille sur le fait que Russell n'a pas de contrat l'année prochaine, mais ça pourrait faire preuve de spéculation là, tout au cours de l'année. Ça va être des choses à surveiller, voir où est-ce qu'on on s'en va vers ça. Euh, Parlant de prolongation de contrat, ben, peut-être moins surprenante aussi, Stefano Dominicali, président de la Mhm. F1. On l'a renouvelé. Encore une fois, du contrat long terme. Moi, ça me surprend pas. Ça va bien pour la F1. La Oui. F1 est en plein développement. Les écuries font de l'argent, les propriétaires font des profits, ce qu'on n'avait pas connu en Formule 1, je dirais pratiquement depuis son existence. Ah. Les manufacturiers allaient là pour justement quasiment pour perdre de l'argent, mais pour du développement, puis ces choses-là, c'est ce qu'on disait. Puis on essayait de couvrir nos frais autant que possible. Là, on est capable non seulement de couvrir les frais grâce au plafond budgétaire, d'engranger des profits. Tu sais, moi, j'entends des gens, des fois, ne pas aimer Stefano Dominicali. On voit ça par des messages que je reçois des auditeurs, des critiques, puis ces choses-là. Mais c'est un peu comme
faire une comparaison au hockey, le Gary Bettman de la Ben Ligue oui. nationale de hockey, les gens ont beau le peut-être critiquer, ne pas l'aimer, mais tant que tu mets de l'argent dans les poches des propriétaires, tu vas conserver ton poste. Et c'est ce qui se produit présentement à F1 du côté de Dominique. Ben, il y a personne, je pense, dans ce type de poste-là, il n'y a jamais personne qui va faire l'unanimité de toute façon. Exactement. Donc, c'est un peu comme un arbitre. Je veux dire, à quelque part, si tu prends des décisions, euh, il y en a à qui ça va déplaire, il y en a à qui ça va plaire. Dominique Ali, ça fait longtemps qu'il est dans le giron de la F1, ça fait extrêmement longtemps. Il a roulé sa bosse, donc il semble faire un très bon travail. Je suis pas étonné que son contrat ait été prolongé. Il se présente très bien aussi, donc à date, statu quo, tout va bien. Puis moi, ça me fait plaisir de le voir renouveler. C'est un visage que j'aime bien voir autour, puis ça me rassure, dans un sens. Moi, c'est un gars sympathique. Il fait Bon, pas mal à la F1. C'est pas de grosses déclarations. Puis comme on dit, du côté, tu sais, oui, on rajoute des grands prix. On peut critiquer ça. Les pilotes sont pas d'accord. Sauf qu'au bout de la ligne, c'est les écuries qui mènent ce que la F1 fait. On a un système de vote, on a un système de hiérarchie, mais un système de, de démocratie. Donc, à ce moment-là, tant que la F1 engrange des profits, que les écuries sont contentes, Dominique Cali va pouvoir conserver son poste tant que ça, et aussi longtemps que ça lui tente, lui aussi, de ce côté-là. Puis c'est de la stabilité, ça fait pas de tort à plusieurs égards. tout à Euh, fait. Moi, j'ai préparé une petite section, moi j'appelle ça nouvelles, pas de nouvelles. Là. D'accord. Puis tu vas comprendre pourquoi. Jonathan Whitley qui s'en va chez Stack, Kick, Sauber, ça a été le gros breaking news, la primeur que la F1 a sorti. Là, on a tout reçu ça sur nos téléphones qui serait là le 1er avril. Nous, on en avait parlé dans l'épisode de début de saison. Depuis le début de 2025, on parle que ça sera le 1er avril la date pour Jonathan Whitley. Fait que pour nous et pour les auditeurs du F1 Podcast, on appelle ça une nouvelle, pas de nouvelle. Mhm. On le savait, mais ça vient juste confirmer, dans le fond, ce qu'on savait, c'est que ça s'en vient bientôt. Whitley va pouvoir rejoindre l'écurie Stack Sauber en tant que directeur. Whitley, c'est l'ancien directeur sportif de Red Bull pour les gens qui le replacent pas. Et l'autre nouvelle, pas de nouvelle, c'est Cadillac rejoint la grille en 2026. Ça, on l'a pas Vraiment? vu Ah venir, oui? hein? Ah, non, vraiment, sérieusement, là, tu me prends de surprise en ce Non, vendredi. celle-là, on avait entendu parler un peu entre les branches, là. Ah Alors, oui, non, ça me revient maintenant. Oui. ouais, ça a été un sujet qu'on a couvert pas mal en long et en large. Maintenant, ce que ça signifie, cette nouvelle-là, c'est oui, il va y avoir 11 écuries l'an prochain. Oui, on a Audi qui va prendre la place de Stack, qui va devenir, eux autres, ça va être la 10e, et la 11e sera Cadillac. Et là, maintenant, on peut passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est qu'on a déjà un directeur d'écurie, on a déjà signé un motoriste, c'est pour ça que ça fait un peu drôle on a toutes ces nouvelles-là avant de savoir qu'on rejoint la grille vraiment en 2026. Mais là, l'autre chose, c'est que ça va nous prendre deux pilotes. Et que là, ça Hi. ouvre les discussions qui étaient déjà entamées, les rumeurs de savoir qui va être considéré pour un poste. On a un nom qui s'est ajouté. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux parce que ça Oui. vient quand même du directeur de l'écurie, Graham Loudon, qui veut pas exclure Guan Yu Zhou comme un possible candidat. Mhm. Ben, je pense que c'est logique dans un sens parce que, évidemment, si vous êtes un auditeur du F1 podcast depuis plusieurs semaines, voire mois, on en a parlé. Donc, les noms qui reviennent. Puis, je crois que c'est quasiment. Tu sais, c'est pas signé, mais tout le monde parle de Valtteri Bottas. Donc, Mhm. je serais très surpris de ne pas le voir là. Les autres noms qui sont ressortis un peu partout, bon, mettons, dans le giron F1, c'est Sergio Perez, mais j'ai un doute là-dessus Ah, parce moi que justement, aussi. on a parlé de la performance qui a périclité avec une pente descendante constante depuis quand même les 2 ou 3 dernières années, depuis 2021, là, je pense que c'est ça qu'on se disait hier matin. Et Oui. nous, toi et moi, on parle bon maintenant des pilotes de Formule Indy. Les gens parlent de Colton Herta, mais la super licence n'est pas là. On parle de Pato Howard, qui est un candidat plus sérieux. Qui parle de Pato Howard? À part toi puis moi, ben, peut-être une ou deux personnes, là, mais Pato Ward serait un candidat plus sérieux. Et si on oublie ça, si on oublie toutes ces séries adjacentes, ben Guan Yu Zhou, qui est là en ce moment, bon, qui a un travail en ce moment encore en F1, en termes de pilote de réserve et de simulation, serait quand même une option viable pour eux parce qu'il y a l'expérience de la F1, il y a l'expérience Ferrari, entre guillemets, Oui. et tu sais, il y a quand même, il n'était pas dans une voiture très performante, Guan Yu Zhou, donc on a quand même vu des bonnes choses de sa part. Il pouvait pas évidemment faire des moments de brillance, mais Guan Yu Zhou serait quand même quelque chose de très sécuritaire, je crois, pour l'écurie Cadillac comme pilote pour épauler un gars comme Valtteri Bottas. Mais la raison pourquoi j'avance son nom, comme je dis, ça a été mentionné par le directeur.
de l'écurie. Puis c'est Ouais. pas, tu sais, les noms, comme tu dis, plus naturels, les Colton Herta, les noms, tu sais, moi, je trouve que Palou aussi devrait être pris en considération Oui, pour tout à fait. ce qu'il fait dans Ouais. le Indy. Lorsqu'on regarde ces noms-là américains, c'est sûr que ça fait partie, on le dit, on veut un gars d'expérience puis on veut un pilote américain. Donc, on ne pourra pas remplir les deux cases. Américain et expérience, ça va pas ensemble. Non, Donc, non, c'est ça. automatiquement, ça prend deux pilotes. Deux pilotes, un pour cocher la case Amérique, puis un pour cocher la case expérience. Donc, mais quand j'ai entendu qu'il a nommé Guan Yu Zhou, je dis, ah, on le met dans quelle case? Il n'est pas américain. Puis Non, vraiment pas. expérience, Mm. OK, peut-être qu'on est prêt à gérer que Guan Yu Zhou ait expérience. Comme tu le mentionnes, moi, les liens Ferrari, je pense qu'ils sont très forts. Loudon, c'est un ancien de chez Marussia dans le temps, aussi, c'était un lien avec Ferrari. Donc, Bottas, même chose, connaît la motorisation Ferrari depuis quelques saisons. Est-ce que c'est vers là qu'on va vouloir aller? Sergio Perez, ben, il n'y a pas de connaissance avec la motorisation Ferrari. Ça fait déjà un bout de temps. Il y a eu du Mercedes pendant un bout en étant chez Force India, Racing Point. Après ça, Mm. chez Red Bull avec Honda. Côté commanditaire, tout est bon, Perez. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bruit autour de Sergio Perez parce que, un, tu as la popularité qu'il y a au Mexique. Puis deux, Oui. tu as énormément de commanditaires, des personnes qui ont de l'argent, des personnes influentes dans le domaine de la F1 qui peuvent laisser couler des informations et faire en sorte c'est comme une campagne électorale, hein, les élections. On veut que Mhm. le nom circule. Donc, c'est ce qu'on voit. Il y a une campagne de séduction qui se promène avec Sergio Perez. Est-ce qu'on va se laisser tenter? Est-ce qu'on va se laisser séduire par l'argent que Sergio Perez peut apporter à une écurie? Ça reste à voir. Moi, d'un point de vue personnel, d'analyse simple de est-ce que Sergio peut faire quelque chose en F1, moi, j'ai des doutes. J'ai des doutes j'ai plus de doutes, là. Il pouvait plus le faire chez Red Bull. Est-ce qu'il peut le faire ailleurs, dans une voiture plus simple? Tu sais, on explique plein de choses. Ah, la voiture va être plus simple, la voiture va être moins compliquée, la voiture va être. Ouais, mais à un moment donné, ça prend des gars qui s'adaptent, surtout dans des voitures flambant neuves, comme qu'on va avoir. Ça prend des gars qui sont capables de s'adapter. Puis là, on parle d'un an plus tard. C'est comme Daniel Ricciardo, lorsque les gens mentionnent Ricciardo, ça va être en 2026. Là. Il y avait de la Ouais, misère à suivre en 2023. Donc, en 2024, qu'est-ce qu'il va faire en tout cas, j'ai de la misère avec ces noms-là, mais ça va être un dossier intéressant. On n'a pas fini d'en entendre parler, vraiment François. Tu pas, vas non. être d'accord avec ça. Mm. À toutes les fois qu'on va avoir des détails, tout ça, on va essayer de vous tenir informés, bien sûr, comme on le fait toujours, et de voir quelle tournure va prendre ce dossier-là là, du côté de Cadillac. C'est ce qui conclut l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, on va passer aux séances d'essais libres qui se déroulaient vendredi du côté de Melbourne. Pour une 75e saison dans l'histoire de la Formule 1, c'est ce week-end que le coup d'envoi va se donner, mais cette fois-ci, ça sera du côté de l'Australie et non de Bahreïn. On retourne à nos bonnes vieilles habitudes, question d'éviter le ramadan et de mieux organiser l'horaire, question de réduire cette fameuse empreinte carbone-là. On attend plus d'un demi-million de spectateurs durant ces 3 jours-là, donc un demi-million de spectateurs, de partisans de F1 vont se diriger vers le circuit d'Albert Park pour le week-end. Un circuit d'une longueur de 5,27 km de long. 58 tours qu'il y aura ce dimanche. 71% d'un tour se déroule à plein régime. On peut atteindre des vitesses de 339,9 km à l'heure. 14 virages et 4 zones DRS. François, es-tu content d'être de retour en Australie pour un début de saison de F1? Moi, je me suis déjà prononcé là-dessus. Je suis un fan de Bahreïn pour commencer une saison, mais toi, que penses-tu du Grand Prix d'Australie? Ah, moi, je suis plus un fan justement du Grand Prix d'Australie pour Ah, ben débuter la vas-y. saison. Ouais. Pour deux, ben, je veux dire peut-être deux raisons principales. La première, la tradition, ouais, Oui, parce que depuis 96, on est là. Et puis, ben, à part, là, mis à part la depuis pandémie la et toutes ces pandémie, choses-là. là, où il y a Ouais. eu ce changement-là. Mais en même temps, commencer un Grand Prix sous le soleil, et là, je dis soleil en parenthèse parce qu'on sait on a eu Dimanche, des oui. informations, là, mais exemple, c'est quand même un endroit ensoleillé. Melbourne, Oui. donc, moi, je trouve que ça amène un peu cet effet de estival-là. C'est toujours un Grand Prix que j'ai apprécié comme étant le premier. Il nous a souvent réservé des surprises. Donc, malgré que c'était le premier Grand Prix de la saison, le portrait global de la saison n'était jamais très représentatif, du moins pour quelques Grands Prix là, d'anthologie. Je me rappelle, Kevin Magnussen a fait un premier podium ici avec McLaren.
à sa première course, mais tu sais, ça s'est pas resté constant après. Donc, il peut toujours avoir des surprises à Albert Park, mais c'est un circuit que j'aime bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas piloté, c'est une simulation, mais quand il est arrivé en Formule 1, à l'époque, on jouait je pense que c'était au PlayStation 1, à Formule 1, la deuxième mouture, puis c'était un Grand Prix que j'appréciais bien là, en termes de pilotage. Puis j'aime ça, il est coulant, il est très rapide, il n'y a pas de grande ligne droite, mais c'est un circuit qui est très spectaculaire. Mais là, maintenant, on l'a modifié beaucoup. On essaie de le rendre plus attrayant. Moi, je te dis, j'ai été critique. Je suis critique pour plein de raisons, dans le sens que les fuseaux horaires, dans le sens que c'est pas représentatif de la saison, Ça, c'est dans vrai. dans le sens que Bahreïn, j'aime beaucoup le fait que, oui, l'horaire est bonne pour l'ancienne saison, le fait qu'on présente des voitures sous les réflecteurs la première fois que les gens les voient au grand public, je trouve ça le fun aussi pour une course. Donc, tout ça, puis le fait que les caractéristiques du circuit de Bahreïn font que on peut tirer des belles conclusions sur ce que le championnat pourrait avoir l'air dans l'année, là, de regarder plusieurs points. On le dit, Australie, c'est vraiment un cas particulier. On peut gagner en Australie puis pas regagner de la saison. On peut quand même tirer des petites idées sur ce que ça va avoir l'air, mais on pourrait très bien là, se retrouver que dans les trois premiers Grands Prix de la saison, avoir trois gagnants différents, trois écuries qui montent sur le podium, qui sont différentes aussi. Donc ça, en soi, pour le spectacle, ça va être intéressant de voir ça. Le Chine et Japon qui vont suivre par la suite. Ça s'améliore pas sur le fuseau horaire, mais sur le spectacle, sur les Grands Prix. Chine, je trouve ça toujours super intéressant à voir. Puis Suzuka, bien sûr, c'est un classique, là. Donc pour ce début de saison-là, ça va être le fun à voir. J'ai trouvé que les images qu'on a eu la chance de voir hier, là, au cours de la nuit, c'était extrêmement rapide. J'ai trouvé que ça avait l'air plus rapide que les autres années. Est-ce que c'est l'angle de caméra? Est-ce que c'est le fait que oui, les voitures on a continué l'évolution, on continue à s'habituer à ce nouveau tracé-là, à ces nouvelles configurations, ce que comme tu dis, on a amélioré la fluidité un peu d'un tour en Australie. Donc, tout ça, là, les images étaient très belles. En tout cas, hier, là, on était vraiment capable de sentir la vitesse. Donc, ça risque de quand même nous donner la journée du samedi, là, c'est un beau circuit pour les qualifications. Ça donne un bon spectacle. C'est très technique. Il faut être capable de contrôler chaque tour, de contrôler nos entrées de virage, mais bien sûr, les sorties de virage. C'est vraiment, c'est comme ça pas mal partout, mais on a un momentum à créer en Australie. Puis aussitôt que tu fais une petite erreur, ce momentum-là, il se perd puis il coûte très, très cher. Donc, c'est vraiment être capable de mettre tous les bouts ensemble, là, tous les morceaux du casse-tête ensemble pour être capable d'être compétitif. Ça va être intéressant de voir. Ce qu'on a eu la chance de tirer comme conclusion, là. Tu sais, normalement, à cette période-là, dans un épisode, je vais vous donner toutes les améliorations des voitures. C'est ce qu'on fait au cours de la saison. Là, pour le premier épisode, on le fera pas parce que les améliorations, oui, il y a eu des changements versus la pré-saison, mais on est encore en train de peaufiner ce qu'on veut faire. Puis il y a beaucoup de matériels qui sont apportés pour le week-end qui sont simplement typiques au circuit d'Australie qu'on reverra peut-être même pas dans les prochains Grands Prix. Donc, je veux pas tout vous inonder de documents, d'informations sur ce que les voitures ont de l'air. Vous allez avoir la chance de les regarder au cours de la fin de semaine. On va être capable d'en tirer des conclusions puis d'en parler lundi sur ce qu'on a vu. Mais ce côté concept, côté technologie, je pense qu'il est encore trop tôt dans la saison là, pour être capable de vraiment commencer à identifier ce que les écuries essaient de faire chacun de leur côté. Je sais pas si tu es d'accord avec ça de ton côté, François, là. Oh oui, c'est Ouais. certain, là. On va avoir des surprises là, dans les mois à venir, dans les semaines, mois à venir. Oui, exactement. Puis on va être capable de plus prendre une idée claire sur où ce qu'on s'en va. Là, c'est Tout à sûr fait. que d'avoir une deuxième séance de célèbre, la première est toujours un peu moins représentative. La deuxième, on commence à voir un peu les forces en présence, qui est stable, qui l'est moins. La Ferrari semble beaucoup mieux. Normalement, en Australie, ça répond bien. Charles Leclerc semble en grande forme. C'est lui qui était le plus rapide au cours de la deuxième séance d'essai libre. J'ai trouvé que même si les temps, il faut faire attention sur ce qu'on se base ou ces choses-là, quand même, j'ai trouvé que il y avait c'est surtout la stabilité de la voiture qui promettait, là. On voyait que Ferrari, si on est capable de continuer à développer, ouvrir la performance sur ce qu'on a déjà établi, la voiture semblait très, très stable. Donc ça, c'est très prometteur pour le week-end. On a enregistré un temps de 1:16 439. Pour vous donner une idée là, à quel point on cache encore de la performance, le record du circuit a été établi l'année dernière par Max Verstappen, puis on parle d'un temps de 1:15 915. Donc, vous voyez là que ce qu'on a eu aujourd'hui dans la séance d'essai libre, on a encore
peu plus qu'une demi-seconde qu'on pourrait retrancher pour juste arriver à ce qu'on a vu l'année dernière. Donc, il y a encore beaucoup de puissance qui a été cachée chez les écuries. Donc, Leclerc premier, Piastri deuxième et Norris troisième. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Ferrari a mieux paru que McLaren sur la deuxième séance de libre et que ça risque d'être très serré pour la qualification ou tu penses que McLaren en cache encore beaucoup? Ah ben, McLaren semble quand même être la voiture la plus performante des deux. Mhm. On ne sait pas pour Ferrari, hein. On a l'impression peut-être qu'ils nous cachent quelque chose ou qu'ils veulent pas dévoiler toutes leurs cartes maintenant. Mais clairement, là, je crois que bon, McLaren est premier et l'écurie qui va être le plus à surveiller, ça va être très certainement Ferrari là, dans les développements. Puis ça m'étonnerait pas qu'on voit des chassés croisés entre ces deux écuries-là. Et entre les quatre pilotes, hein, je veux dire, au courant des semaines à venir, parce que là, on a quoi? On a 5 grands prix en 6 semaines? Non, Oui, ouais, on est donc là. ça va déferler, là. Honnêtement, je suis content de voir ça un peu. Ferrari revenir avec un duo de pilotes qu'on aime bien. Donc oui, ça ne m'étonnerait pas là, de voir Ferrari même peut-être profiter là, d'une erreur d'exécution de la part de McLaren ou tout simplement d'un accident. Parce que l'année passée, Ferrari a capitalisé. Carlos Sainz a gagné le Grand Prix à cause d'un des rares brimoteurs qu'on a maintenant en F1 de la part de Verstappen. Donc, il peut arriver n'importe quoi, mais je ne serais pas surpris de voir une voiture orange ou une voiture rouge gagner en fin de semaine en termes de conditions normales. Ouais, Verstappen l'année dernière, ce qui est arrivé, c'était son frein qui était resté Ouais, c'était collé. son frein, c'est vrai, Ouais, excuse. ouais, c'est Je ça. pensais à Non, la fumée, mais c'est vrai que c'était son frein droit mais arrière droite. c'est correct, mais de mémoire, il y a une voiture il y avait eu un bris mécanique, par exemple. Je me demande si c'était pas la Mercedes de Lewis Hamilton ou si c'était Il n'y a pas une Russell. pièce qui s'est logée Avant. là-dedans ou quelque Ouais, chose il de y a eu un même. problème mécanique, en tout cas, Oh oui, de j'avais la moteur. fumée en tête, puis moi, pour Ouais, moi, la fumée, c'est toujours un moteur, mais t'as raison, la roue est en feu, là, ça me revient, ouais. là. Mais C'était. au départ, on avait pensé que c'était un problème Ouais, moteur, tout ce à qui fait. perdait de la puissance, tout ça. Et si on regarde, là, OK, du côté de McLaren, tu fais bien de le dire, probablement la voiture la plus dominante, la plus puissante qu'on a pour le début de saison. Ça va de soi, ils sont champions constructeurs. On avait aussi plus de temps en soufflerie dans les 6 derniers mois de la saison pour développer une voiture. Quand je dis plus de temps, c'est par rapport à nos compétiteurs directs comme Ferrari et Red Mhm. Bull. Euh, Moi, ce que j'ai identifié, encore là, c'est très petit comme échantillon, c'est que la voiture semble plus capricieuse sur un tour donné. Donc, sur un tour donné, on semble, tu sais, la petite erreur peut arriver facilement. Sauf que lorsqu'on se stabilise, qu'on a la température en plus, qu'on prend une vitesse de bord, une vitesse de pointe ou quoi que ce soit, qu'on s'installe pour faire plusieurs tours, c'est là que la puissance semble arriver. C'est là qu'on commence à être capable de développer sur une fenêtre de performance. Et là, on le voit. Ça, c'est des bonnes nouvelles parce que si on y va à l'image de ce que Red Bull faisait dans les dernières années, en qualification, des fois, on était prêt à sacrifier quelques dixièmes de secondes par-ci, par-là, pour se qualifier finalement sur la première grille, être deuxième, troisième, mais en course, après quelques tours, lorsque tout le monde commençait à diminuer en performance, commençait à user les pneus, eh bien, c'est là qu'on commençait à prendre notre air et là, on gagnait des positions. Ferrari nous a habitués aussi dans les dernières saisons à être bon en qualification, puis en course, c'était plus compliqué. Donc, est-ce que c'est ce qu'on va revoir? Est-ce qu'on va revoir une Ferrari très dominante le samedi, puis une McLaren à l'image de Red Bull qui dit, ah, nous autres, on n'a pas besoin de signer des pôles positions, on veut essayer de favoriser ce qu'on est capable de faire sur une course le dimanche, parce que c'est là que les points sont distribués quand on n'est pas dans un week-end sprint, bien sûr. Donc, j'ai hâte de voir comment on va construire là-dessus, parce que l'année dernière, on se rappellera que McLaren, côté pneus, lorsqu'on était sur les gommes médium ou dures, on était très dur à battre. On était très, très bon, dans le sens qu'on était capable d'aller chercher de la chaleur dans ces pneus-là pendant que les autres n'en avaient pas besoin. Et c'est ce que les écuries se plaignent le plus souvent lorsqu'on arrive sur un circuit comme l'Australie, un circuit qui n'est pas utilisé pour autre chose que pour la F1, là. Ça appelle quelques événements dans une année. Donc, c'est d'enlever cette saleté-là et d'aller chercher de l'adhérence. Et c'est ce qu'on avait de la misère, mais du côté de Ferrari puis McLaren, ça semblait pas un problème. L'adhérence était au rendez-vous. Ça, c'est prometteur là, pour voir. Euh, une écurie qu'on avait identifiée comme étant bonne dans la pré-saison. De mon côté, moi, je trouvais qu'on avait montré des choses qui étaient quand même assez encourageantes. C'était Racing Bulls. Je pense pas qu'on va les voir quatrième demain là, avec Yuki Tsunoda qui était là présentement dans les essais. Sauf que, encore une fois, on voit qu'on a une bonne base pour construire du côté de la petite écurie, de l'écurie sœur de Red Bull. As-tu trouvé que Racing Bulls paraissait bien, toi, dans ces journées d'essais-là? Oui, quand même. Isaac Hadjar aussi semble avoir bien performé. Oui, Donc, sixième tu sais, quand c'est même. ça. Donc, Ouais. tu sais, il y a quand même un doute qui plane sur lui. Il est comme
pilote, ben, personnellement, je trouve qu'il est un peu pilote par défaut, là. Mais il est très compétent, très capable, donc de montrer de la performance comme ça pourrait amener, surtout avec l'expérience de Tsunoda, si Hadjar est bon et que Tsunoda performe au niveau qu'on le connaît et peut-être supérieur justement avec l'amélioration de l'expérience, d'amener l'écurie Racing Bulls comme étant la meilleure du restant du plateau, ça serait vraiment un très bel accomplissement parce que là, il y en a beaucoup qui cognent à la porte, là. On pense à Williams, on pense à Alpine. Principalement. Donc, moi, j'ai l'impression que ça va se jouer entre ces trois-là là, pour être la cinquième écurie, si on veut, là, dans la hiérarchie. Voilà, ben la voiture paraît bien, puis on se Ah oui, rappellera. très, très belle en plus. Ouais, on se rappellera comment que ça s'est terminé là, la saison dernière. Oui, on avait Aston Martin qui avait pris une avance au départ puis était pratiquement ben, assuré de terminer cinquième. Heureusement, parce que s'il y avait eu il n'avait pas fallu qu'il y aurait 25-26 courses à cette saison-là parce qu'on n'aurait pas fini cinquième. Ouf. Puis après ça, en fin de saison, c'était une bagarre entre Alpine, Haas et Racing Bulls. Là, on pourrait rajouter, comme tu dis, Williams à cette équation-là. Haas, c'est un peu plus compliqué depuis les journées de test, ça reste à voir. Mais on pourrait avoir cette bagarre-là à trois écuries, ou même voir Aston Martin Peut-être bien peut-être Aston là-dedans. Martin, Oui. mais ouais. Aston Martin, moi, je compte vraiment pas sur eux cette année. Non. Là, Adrian Newey a commencé son travail, mais je pense, tu sais, il n'y a rien qui est vraiment. Je pense pas que ça va être très intelligent de leur part d'utiliser la ressource Adrian Newey pour essayer de rattraper quelque chose cette saison-ci, aussi bien concentrer notre énergie Newey sur l'année prochaine. En plus de ça, un peu l'effet fini dernier et le premier choix au repêchage, Exactement. ben, du temps supplémentaire en soufflerie. S'il y a quelqu'un qui peut bien l'utiliser, c'est Adrian Newey. Donc, ça va être une saison très difficile pour Aston Martin. Il faut se préparer mentalement du côté de Stroll et d'Alonso et des autres membres de l'écurie parce que ça va être long, ça va être plate, mais le plan est bien en place de la part de Lawrence Stroll. Les pions dans son échiquier sont bien positionnés et je ne serais pas surpris de voir cette écurie-là vraiment là, rebondir justement avec les éléments qui sont en place là, l'année prochaine. C'est une année endurée là, pour Aston Martin. Fait que moi, en prédiction, là, parce que j'étais pas là pour les prédictions, huitième. Huitième. OK. Ouais, Ah, c'est ça. Saison difficile, mais pour reprendre une phrase là, qui va rappeler des mauvais souvenirs à bien des gens, je suis persuadé, pour Aston Martin, ça va bien aller. C'est ça ouais, qu'il faut se dire. ouais, ça va bien. Ouais. Pas tout de suite, ça va être long, il va se passer des Ouais. choses, mais un jour, ça va bien aller. Mais la caricature Ouais. que je vous ai envoyée l'autre jour veut dire beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Il y a une période de transition, il y a des choses à Ouais. faire pour que ça soit meilleur pour le plus tard. Ensuite, cinquième pour Hamilton, sixième Hadjar, tu le mentionnais, cinquième Hamilton, c'est une adaptation. Je veux pas, chez Oh. Ferrari, on voit Leclerc premier, Hamilton sûrement qui essaie d'autres choses. Il veut pas toujours nous montrer son jeu vendredi, c'est pas son habitude. Donc tout ça, ça reste à voir, mais on continue de son côté de s'habituer à la voiture et d'apprivoiser là, cette nouvelle monoplace-là. Du côté d'Adjar, sixième, je trouve que c'est bien. L'écart entre lui et son coéquipier est correct, est même parfaite là, pour un jeune, pas beaucoup d'expérience en F1. C'est quand même un vice-champion de Formule 2. Tu disais tantôt qu'il est là un peu par défaut, j'imagine. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'on a eu. Tu veux dire que c'était pas nécessairement dans les plans qui commencent tout de suite, mais à Ouais, cause de Perez et tout ça, ou c'est parce que tu c'est trouves. que le, Hein? le- le nombre de pilotes prêts à rentrer en Formule 1 dans le giron Red Bull n'est pas si impressionnant que ça là, en ce Mhm. moment là. Donc, je pense, à moins d'aller puiser dans un autre, ailleurs, un peu comme ils l'ont fait avec Perez à l'époque, Hadjar était de facto la personne qui méritait ce baquet-là. Ouais. Mais tu sais, encore une fois, il y a d'autres mondes qui poussent en arrière pour Red Bull, là. J'oublie un nom, mais il me semble qu'il y a un gars, il y a un jeune là, qui a beaucoup la confiance du docteur Helmut, qui semble impressionné. Le nom va peut-être me revenir, là, mais Ouais, non, mais il y a Iwasa, mais c'est pas Iwasa que tu mentionnes, toi. Toi, c'est non, le. non, Il je est plus pense. jeune un peu aussi. Ouais, donc, Ouais. tu sais, mais Hadjar, il, écoute, il ne risque rien, là. Il a tout approuvé, puis
il a le baquet, là. Il est pas dans une situation précaire comme Jake Doohan en ce moment, là. Non. Donc, Puis ne serait-ce que de quelques petites malchances de moins, c'était un champion de ah non, c'est ça, là. Il aurait F2. pu être champion F2, là. F2, c'est ça, Donc, ça aurait tout changé. Quand même, il est vice-champion, mais il n'a pas eu vraiment la chance. Puis, tu sais, sans rien enlever à Bortoleto, le Bortoleto a fait une saison ah oui, incroyable. tout à fait. Mais je veux dire, Adjar, s'il avait eu la chance au moins de défendre, de gagner, d'essayer de défendre le titre à la dernière course, mais sa voiture, il n'a pas permis ça. Mm. Puis ça fait partie de l'équation, là. C'est un sport automobile, là. Ça rentre. Pour gagner des championnats, ça prend l'aide de ta voiture aussi, ça prend l'aide des mécaniciens, ça prend la mécanique de ton côté aussi. Mais il a fait une belle saison. J'ai hâte de voir. Il y a un caractère, en tout cas, déjà là, c'est bon signe. Des fois, ça peut nuire aussi, mais je pense que ça peut l'aider. Sixième, ben, en tout cas, c'est de quoi de positif pour bâtir une confiance, comme tu dis. Oh, Puis oui, il tout se à fait. retrouve devant Verstappen. Je sais qu'on fera pas des grosses histoires avec ça, puis on mettra pas ça en première page à la une à Jar devant Verstappen. Ça devrait pas rester comme ça, puis ça Non, reste vraiment pas. journée d'essai, mais pour le moral, c'est bien. Disons que Lawson, qui est complètement largué en fond de peloton, lui, il aurait peut-être pris ça aussi comme première journée, là, un temps au moins devant Verstappen. Tu sais, lorsqu'on commence comme ça, tout ce qui peut aider à bâtir notre confiance, ça vient de l'or, là. Donc, septième pour Verstappen, huitième pour Hülkenberg. Quand même, Hülkenberg, j'ai l'impression qu'il est encore dans sa hase quand je le vois dans le top 10. Réussir à Ouais, mettre la hein? stack là, ouais. Ouais, ils ont dû rouler très, très léger, là. C'est ça. J'ai hâte de voir combien de performances on va sacrifier demain lorsque ça va être le temps lorsque les autres voitures vont probablement être au même niveau de carburant que nous autres, mais quand même. Quand on parle de tout ce qui est bon pour une confiance, là, autant pour l'écurie que pour Hülkenberg, là, de voir que il y a peut-être des possibilités cette saison. Neuvième pour Stroll, dixième pour Russell. Mercedes, c'était compliqué, Mercedes. On cherche quelque chose. Ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs pour ceux qui sont des partisans Mercedes, dans le sens Ah, que est-ce qu'on est encore confus à essayer de comprendre c'est quoi qu'on a sous la main, c'est quoi notre voiture? J'espère que non, qu'on a passé ce scénario-là cette année. Là. Ça fait quand même depuis le passage à l'effet de sol. Dernière année de cette réglementation-là, puis on est encore à avoir de la difficulté à comprendre ce qu'on a entre les mains. J'espère que c'est pas ça pour Mercedes, puis que c'était juste une journée plus compliquée du vendredi, mais dixième pour Russell. Saints, onzième. Saints avait des très, très beaux temps avec la Williams. Encore là, ça faisait rêver. On le voyait même des fois signer le meilleur temps de la séance. Là, j'étais là, OK. On avait plein d'excuses sur les journées de test, mais là, on est rendu dans les essais libres. On est rendu à une journée de la séance de qualification, puis je vois encore Carlos Sainz faire des temps les plus rapides. Disons que je commence à me poser des questions. Je pense que Williams, il faut les prendre au sérieux. La chose qu'il faut regarder, par exemple, finalement, il finit par être onzième, mais il est le seul qui avait pas enregistré de temps avec ses gommes tendres. Son meilleur oh, temps, là, son onzième temps, c'était le seul qui était en médium. Donc, impressionnant, ça. c'est assez impressionnant lorsqu'on regarde à 8 dixièmes du meilleur tour, 8 dixièmes, mais en gomme En médium. Donc, médium, ouais. c'est ça. Donc, si on retire la gomme médium, tu es capable de faire le calcul environ. Mettons qu'on y va avec une moyenne d'une demi-seconde versus médium puis l'attendre. Des fois, ça Oui, peut ça être. peut se situer dans ces eaux-là, là. C'est ça. Ben là, tu sais, on parle, ça l'emmène quand même à 3 dixièmes de la pole position, là. 3 dixièmes de la pole. Tu sais, puis comme j'ai dit, on commencera pas à aller Oh. prendre des gageures là-dessus. Mais 3 dixièmes de la pole, si c'était aujourd'hui, ça le plaçait à environ en cinquième position ou quatrième Mm. position. Ah, la Williams semble être la voiture qui a évolué le plus Oui, oui, oui. récemment. Alpine est à surveiller aussi. Est-ce que c'est juste le Grand Prix d'Australie, le circuit qui est moins familier au moteur? Renault, on sait le moteur qui sous-performe. Donc, c'est ça, c'est des choses qu'il faut tenir en considération lorsqu'on fait le calcul des performances. Mais oui, si on regarde en soi, le Mercedes Williams semble être l'écurie la plus améliorée le présentement, là. Après ça, lorsqu'on regarde, oui, Saints 11e, 12e Albon, donc les deux Williams l'un en arrière de l'autre, 13e pour Alonso, 14e pour Jack Doohan, 15e pour Gasly. C'est encore là, c'est beau, Doohan devant Gasly. Je trouve que pour un jeune, c'est des choses qu'on veut voir. Pas facile la situation de Doohan là, quand on regarde. Premier Grand Prix officiel, là, même si on lui a donné une chance à Abu Dhabi l'année dernière lorsqu'on a remplacé Ocon. Lui, il commence chez lui, c'est un Australien, mais beaucoup de pression, 5 courses pour se faire valoir. Puis on dirait qu'à toutes les fois qu'on sort un peu du sujet de conversation de Franco Colapinto, il y a toujours des Ah, gens qui veulent ramener son nom là, à Franco Colapinto. Je sais pas ouais, si il y a c'est beaucoup de gens ça. qui veulent ramener son nom à Franco Colapinto. J'en connais des comme ça. T'en connais des comme ça, mais c'est ça. Fait que là, c'est le nuage Colapinto au-dessus de la tête de Doohan. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Est-ce que tu trouves que
Ben, c'est ça de la F1, puis t'as de la pression, puis t'as toujours le nom d'un possible remplaçant, puis c'est le même en course automobile qui veut s'asseoir, qui veut prendre ton volant, là. Ouais, Mais oui. trouves-tu que on pourrait faire un peu plus attention pour y donner peut-être une chance plus équitable? Ouais, je crois que oui. Parce que Ouais. c'est pas très plaisant, j'imagine, pour Doohan. Remarque, je connais pas l'individu, donc peut-être que lui, ça l'affecte pas, mais ça m'étonnerait. Écoute, Mhm. même si c'est des professionnels, lorsque cette épée de Damoclès-là est au-dessus de notre tête, il y a toujours une certaine pression. Il y en a qui s'affectent moins dans la vie, hein. Verstappen, il n'y a pas grand-chose qui l'affecte. Dans le cas de Doohan, c'est que déjà en partant, tu sais, on parle qu'il y a toujours quelqu'un qui veut prendre notre siège, mais j'ai jamais vu, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas vu quelqu'un, genre, qui se tient autant derrière, debout, à attendre qu'il dérape, Ouais. qui se plante et de, oups, OK, c'est à mon tour. Et même que les journalistes, puis ça, tu sais, j'ai regardé, mettons, ce qu'il y a eu en entrevue là, en arrivant en Australie. Il y en a un qui n'a pas été de main morte, déjà en partant, interview d'Owen, ah, la pression, Colapinto, tu pars pour ton siège. Déjà, c'est comme, hey, pouvez-vous me laisser arriver un peu, me laisser agir, me laisser courir. Doohan a quand même évoqué qu'il y avait un. Cela, il disait qu'il y avait un contrat pour l'année, mais il me semble qu'on a entendu parler qu'il y avait un contrat pour 6 courses. Donc là, écoutez, je l'ai pas vu le contrat, fait que je ne sais pas c'est quoi exactement, là. Mhm. Mais est-ce que c'est dans ces 6 courses-là, celle de Abu Dhabi l'année passée également était incluse là-dedans? Peut-être. Donc, c'est une situation difficile pour Doohan. Comme on a dit l'autre jour, bon, ben, en fait, non, on l'a écrit sur la page, pardon, du F1 Podcast. Moi, je lui souhaite aucun malheur à Doohan. J'étais un fan de son père en moto. Donc, je pense que il mérite sa place, il mérite un essai. Mais on a aimé Colapinto. Donc, et Colapinto, ça veut pas dire non plus que s'il embarque dans le baquet à Doohan, qu'il va faire mieux et qui va garder ce baquet-là. Il y a beaucoup de monde dans la file d'attente chez Alpine cette année. Je pense qu'il y a 4 pilotes de réserve Oui, sous contrat. ils ont beaucoup de Donc, pilotes de réserve, mais puis tu ouais, sais, c'est ce qui me fait dire un peu, comme tu mentionnais, un contrat de 6 courses, probablement rendu à 5 courses, parce que c'est ce qu'on parle, on déduit la course d'Abu Dhabi. Maintenant, on dit qu'il lui reste 5 courses sur ce contrat-là. Un peu à l'image de Red Bull, mentionner, ah, moi j'ai un contrat, t'as un contrat qui peut vite devenir pilote de réserve, là. Tu sais, c'est probablement marqué quelque part que on va l'honorer ton contrat Alpine, tu vas juste être assis dans le simulateur pour le restant de la mhm, saison, par exemple, tu seras plus dans la voiture qui fait des courses week-end après week-end. Donc ça reste à voir, mais comme tu d'accord avec toi, c'est une situation un peu particulière. Oui, on a toujours un possible remplaçant, sauf que c'est très rare qu'il est aussi identifié puis ah présent oui. puis on le présente, puis on le met dans l'alignement, puis euh, on le sait en plus que ses commanditaires sont probablement juste sur le coup. Les chèques sont probablement déjà écrits, on attend juste de les Mhm, envoyer aux bonnes personnes pour dire si vous l'embarquez dans la voiture, on met son nom sur l'auto, on va ajouter de la couleur, on va ajouter nos commandites. Donc, ouais, ça va être à surveiller. Mais Dwayne, pour l'instant, je trouve qu'il répond bien. mhm. Comme tu le dis, on le sait pas à l'intérieur, on sait pas sa personnalité, c'est sûr qu'il doit avoir quelque chose, c'est pas le fun. Sauf que pour l'instant, il répond bien aux questions. Oui. Les journalistes, c'est pas facile, comme tu dis, un journaliste australien en plus qui pose des questions comme ça. C'est un gars qui est chez eux en Australie, donc on lui a pas fait on n'a pas eu pitié de lui, disons qu'on y en a pas laissé passer. Puis la même chose pour son manager, son agent, qui est Flavio Briatore, qui est le gars qui a engagé Franco Colapinto. Donc, il n'y a pas grand monde qui laisse des chances à Dwayne, on peut dire ça. Donc, ensuite, Gasly, je disais 15e. Parlant d'un autre recrue, 16e, Antonelli. Peut-être un peu plus difficile, mais encore là, Ouais. la voiture reste en un morceau. Puis c'était pas facile pour Mercedes. Donc, est-ce qu'on essaie... l'année dernière, on disait souvent, oh, nos deux pilotes, c'est des réglages différents. Bon, fait que c'est ça pour Antonelli. 16e, 17e pour Lawson. Lui aussi, ça n'a pas bien été. C'est drôle parce que la question sondage cette semaine sur la page de F1 Podcast, c'était qui va ramasser, accumuler plus de points en 2025. Lawson ou Antonelli. Vous voyez le lien. Les deux sont les nouveaux pilotes dans ces écuries principales-là. Ils sont aussi très jeunes. Un 11 Grand Prix d'expérience, l'autre en a zéro. Toi, pour toi, là, comment vois-tu ça cette saison? Est-ce que Antonelli va finir devant Lawson au classement? Je sais qu'il est encore très tôt pour le dire, mais après ma barre, là, lorsque tu regardes ça. Pense que oui, parce qu'en termes de talent brut, il semble être celui qui en a le plus des deux. Mhm. Et je crois que la Mercedes, malgré là, les soubresauts dans la fin de semaine, est probablement une voiture qui va peut-être plus performer là, au cours de la saison. On va être mieux amélioré. Puis là, je me prononce en toute Oh non, réserve, là, il mais est encore par très tôt. rapport à la Red Bull, là, fait Mhm. que
Tu sais, j'ai moins d'espoir pour Red Bull en termes de développement, mais tu sais, c'est juste peut-être l'effet pervers d'avoir Adrian Newey qui est plus là dans ma tête parce que moi, lui est toujours un gage de succès. Donc, je sais pas, mais tu sais, Red Bull a quand même énormément d'ingénieurs compétents. Donc, ça va être très dur à déterminer, mais j'aurais tendance à dire que si Antonelli débloque, oui, il va faire plus de points que Lawson. Parlons-en de Red Bull parce que c'est un sujet qui retient beaucoup l'attention. Puis je sais que les auditeurs sont curieux, on nous envoie des questions. Qu'est-ce qui se passe avec Red Bull, les prédictions? Est-ce que ça va-tu? On va avoir des problèmes cette saison? Est-ce que la voiture est moins bonne? Est-ce que va falloir patienter? Parce que comme je le dis, oui, la réglementation sur la soufflerie est très importante à prendre en considération. Red Bull, depuis le 1er janvier 2025, première fois en 3 ans, où ils ont maintenant un avantage point de vue de développement, un avantage sur Ferrari et sur McLaren. Donc, ça va être à voir dans les premiers 6 mois de la saison comment on va être capable de transformer ça en performance sur la piste. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va nécessairement se traduire sur la piste? On ne le sait pas. Sauf que par le passé, on a vu les écuries qui ont eu un gain de temps en soufflerie ont été capables de maximiser ça et de le montrer sur un circuit. McLaren en est la belle démonstration de tout ça. Puis on l'a vu l'année dernière, c'est aux alentours du Grand Prix de Miami qu'on a vraiment commencé à ressentir les différences de ce qu'on était capable de développer au cours de la saison. Donc ça reste à voir. Mais si on parle du jour 1, aujourd'hui, ce qui s'en tient pour Red Bull, eh bien, on a des problèmes de survirage, on a des problèmes de sous-virage, on a de la difficulté à monter les pneus en température et à aller chercher de l'adhérence. Est-ce que c'est une caractéristique qui est simplement liée au Grand Prix d'Australie puis à son circuit? Ça peut, parce que ça arrive normalement dans les saisons antérieures, lorsqu'on arrivait là, oui, le vendredi, on avait énormément d'écuries, dont Red Bull, qui se plaignaient. Pas d'adhérence, mais à un moment donné, on réussit à régler ce problème-là au cours de la fin de semaine et là, on bâtit notre fenêtre de performance. Donc, il est encore tôt pour savoir ce qu'on s'attend de Red Bull. Si on se fie à Dr. Helmut Marko, de son côté, lui, il dit que un podium est envisageable, mais rien de plus. Donc, encore là, on le voit que c'est pas tout noir, là. Ben, Lorsqu'on vise encore un podium, c'est qu'on a encore de l'espoir, puis on pense encore qu'on peut débloquer de la performance. Red Bull a pas cette attitude-là que Mercedes avait à l'époque Oui. on va dire, de rabaisser, d'essayer de se rabaisser pour, pour montrer que lorsqu'on montre de la performance, de faire wouhou. Tu sais, Red Bull va toujours démontrer de la confiance. Dr. Helmut va toujours faire ça. Je pense que si l'auto est difficile à piloter, Max Verstappen va être capable quand même de composer avec ça, mais ne pourra pas non plus faire des miracles si les autres autos sont beaucoup plus stables que la sienne. Non. Là, on a évoqué ça en début, tu sais, on a comme mis une parenthèse en début de podcast. Il y aurait peut-être de la pluie Oui. dimanche, le grand égalisateur. J'en souhaite, j'en souhaite parce que j'aime ça, les grands prix sous la pluie. Se plate un peu pour le début de saison, ça donnera pas un portrait très précis là, des forces en présence, mais s'il y avait de la pluie, peut-être que Max Verstappen pourrait tirer encore une fois son épingle du jeu. Ben, tu vas bien en parler, puis je vais compléter le classement, puis on va en parler de la pluie Oui, parce oui, que oui, c'est c'est bon. un sujet super important qui va te changer la carte pour le week-end. Donc oui, 17e Lawson. Lawson, la petite parenthèse, il faut prendre en considération aussi, comme bien des pilotes recrues, il n'a jamais piloté en Australie. Donc pour lui, c'est la première fois qu'il va là aussi. Je Pourtant, c'est cherche. sa cour arrière, hein, donc Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est un gars de la Nouvelle-Zélande, mais tu ouais. sais, le pilote en Australie, lui, en tout cas, il n'y a pas eu de course là dans une série ou quoi que ce soit. Donc, pour lui, c'est nouveau. Donc, c'est quelque chose quand même à considérer. 17e, 18e pour Bortoleto, 19e pour Ocon et Berman n'a pas eu de classement dans la deuxième séance. Il avait eu une grosse accident Oui. lors de la première séance de célèbre, la EL1. Le temps qu'on reconstruit sa voiture, on n'a pas pu l'envoyer en piste. Euh, D'un sujet de démolition de voitures en un autre parce que on disait cette année 5 recrues, OK? Qu'on va Mhm. avoir là. Officiellement 5 recrues. On le dit Doohan chez Alpine, Antonelli chez Mercedes, Lawson, je m'en ai nommé comme une recrue, c'est un Ouais, non, réflexe, c'est mais c'est pas une ça. recrue, Lawson. Berman chez Haas, ensuite Bortoleto chez Stack Sauber. Et le dernier que j'ai pas nommé encore, c'est Adjar. Isaac Adjar chez Racing Bulls. Donc, 5 recrues, un circuit qu'ils ne connaissent pas vraiment, un circuit qui va à toute vitesse, première course de la saison, et puis, c'est le temps d'en parler, François, de la pluie. Donc, est-ce qu'on peut dire, avec ce cocktail-là, cette recette-là de recrues, premier Grand Prix de l'année, de la pluie, est-ce qu'on peut dire voiture de sécurité au pluriel pour le week-end?
Ben, la voiture de sécurité ici, je me rappelle pas du pourcentage, mais c'est extrêmement élevé. Oui, c'est très Donc, élevé. ça va, je me demande si on n'est pas dans le 90 là. Ça risque, ouais, ça risque fortement d'arriver, surtout qu'il y a beaucoup de murs, hein, c'est un circuit Non, ça urbain, là, pardonne si pas, on ouais. veut. Donc, puis les enchaînements sont très rapides. Bearman a perdu la voiture dans l'enchaînement que je préfère sur le circuit, le 9-10, dans le 10e, dans le fond. C'est très rapide, il a juste manqué le point de corde un peu, puis ça l'a déstabilisé. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des autos dans le mur, pas nécessairement juste les recrues. Là, tu as parlé de modification. Enfin, je ne sais pas où est-ce qu'on voulait en venir avec ça, mais le virage 6 là, qui est rendu plus sécuritaire aussi là, mais ça n'empêchera pas l'auto d'aller dans le mur. Ça va peut-être juste l'empêcher de rebondir sur le circuit. Oui, Donc, de revenir, oui, comme on avait vu Albon de mémoire. Albon l'a fait deux Albon, années de suite. oui. 2 années Oui, de suite, je puis pense. c'est Puis, ça. Puis Russell l'année passée qui s'est mhm. fait toute une frousse avec raison à l'envers après un virage qu'on va qualifier d'aveugle. Sérieusement, ça aurait pu mal virer. Le halo de sécurité est là pour quelque chose, mais si la voiture a la tête en bas, puis qu'une autre voiture arrive avec un aileron, pièce de carbone, écoutez, je veux pas de graphique, là, mais ça pourrait vraiment mal virer. Ah ouais, Donc ouais. là, ils ont arrangé le virage, de ce que j'ai compris, pour ils ont mis des barrières Tech Pro encore mieux, ils ont reculé un peu la barrière, ils ont rajouté une bande, ils ont élargi le béton un peu. En tout cas, je fais un résumé de ce que j'ai vu rapidement. Donc, pour rendre le virage plus sécuritaire, puis enlever cet effet radillon, si on veut, là, de spa, là, de la voiture qui revient en piste, parce que la voiture est faite pour en manger des coups. C'est extrêmement sécuritaire, une F1 maintenant, sauf qu'il y a une limite à ce qu'elle peut endurer, puis une voiture qui arrive en transversale, là, sur une voiture arrêtée, là, ça peut être extrêmement dramatique. Donc, je suis content qu'il ait fait ces modifs-là. Mais la pluie va apporter, si la pluie est là, bien sûr, va apporter un élément de danger, un élément d'excitation et surtout stratégique, parce qu'avec les voitures de sécurité qui risquent de sortir et où les conditions changeantes, on risque d'avoir un peloton là, extrêmement aléatoire. Ça va devenir très imprévisible. Puis lorsqu'on parle de pluie, là, présentement, là, les bulletins météo parlent de, c'est sûr qu'on va en avoir. On ne sait pas combien, on ne sait pas à quel moment, puis on ne sait pas pendant combien de temps. C'est ça. Ça, c'est ça la météo, hein. Ben, c'est quand Mais ça, tu sais, quand ça sèche vite. c'est Hein? ça. Mais il On va a eu à Montréal. pleuvoir. C'est Ouais, sûr qu'il y a un moment dans la course, présentement, là. On dit que c'est certain qu'il va y avoir un moment où il va tomber de la pluie au cours du Grand Prix. On ne sait pas encore si ça va commencer comme ça, si ça va être en milieu ou si ça va se terminer sous la pluie. Donc, ça va être intéressant de voir. Je pense que si on avait à souhaiter, on aime toujours mieux que ça commence sur le sec, ouais, qu'il y ait de la pluie et que ça se termine après ça sur le sec. Ça, c'est le fun. Ou ouais, ouais, moi j'aime ça quand ça change pendant la course. Tu sais. ouais, Commencer tout à sur la. fait. J'aime pas quand il pleut avant que ça commence parce que là, dans ce temps-là, on retarde les départs puis on joue Ah avec ouais, ça. non, ça, c'est moins le J'aime fun, ça quand ça. c'est commencé puis on peut voir une bonne course. Donc ça va être intéressant de voir ce côté-là. Samedi, je le disais, c'est un circuit qui est très intéressant pour les qualifications. Puis les angles de caméra que j'ai vus présentement dans les essais libres, c'est phénoménal l'image qu'on a à la télévision. Donc je vous recommande, comme je l'ai fait toujours, de ne pas manquer ça. Samedi, d'écouter les séances de qualification. Je pense qu'on va avoir tout un spectacle. Encore là, on va avoir beaucoup de parité. On va voir que ça va être très serré. Si on regarde des écuries, justement, comme Racing Bulls capable de se faufiler pas loin, frôler le top 5, ça veut dire que la marge d'erreur pour les écuries principales, là, pour les pilotes du devant du peloton, là, à ce moment-là, les marges d'erreur sont minimes, là. Les Lawson, Antonelli, ainsi de suite. Une petite erreur en qualif, vous pouvez retrouver votre voiture à l'extérieur du top 10. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Bien, bien hâte de voir cette séance de qualification-là. Je le sais qu'il est tôt dans la saison. On n'a pas beaucoup de choses pour se baser là-dessus. Mais si on y va avec des prédictions, OK? On va y aller avec les qualifications. On va laisser la course tomber, là. C'est un peu encore loin. On va y aller avec les qualifications. Moi, de mon côté, de ce que j'ai vu, et j'y vais avec Charles Leclerc pour la pole. Je pense que Ferrari va avoir l'avantage en mode qualif, et c'est en course qu'on a à faire des preuves. En mode qualification, puis je dis pas que ça va être comme ça toute la saison, bien sûr, mais le Grand Prix d'Australie, le circuit, le tracé a l'air bien fait pour la Ferrari. Donc samedi, moi je donne un avantage à Charles Leclerc et probablement les McLaren très très près de lui. Toi, est-ce que tu vois la même chose ou tu y vas avec McLaren quand même avec un Lando Norris en pole position? Ah ouais, je vais avec un Norris en pole position. Alors, Marc,
tu sais, si ton exemple Ferrari se concrétise, personnellement, je préfère une voiture meilleure en course qu'en qualif, Moi surtout si aussi, on moi est aussi. capable de se Ouais, ouais. positionner deuxième, un petit coup de DRS et le tour est joué, puis après ça, Il y bon, on en est a rendu 4 dans le. DRS en plus là-bas. Fait que... Ouais, non, c'est ça, là. Donc, tu sais, c'est à voir du côté de McLaren versus Ferrari. Par contre, c'est ça. Fait que s'ils sont capables de partir en deuxième ligne, première ou deuxième ligne, derrière les Ferrari, sachant qu'ils ont une voiture sur long relais qui va être supérieure à la Ferrari, pourquoi pas sacrifier la pole et y aller comme ça. Mais j'ai bien hâte. Puis c'est considérant qu'ils vont qualifier sur le sec. Oui, c'est le portrait. Moi, je vais dire quand même Norris parce que je pense qu'il faut vouloir euh, donner un gros coup, donner un grand coup, là, commencer la saison super fort et puis montrer que c'est lui là, le pilote dominant là, dans la voiture dominante. Là. Il a une affirmation à faire et ça ne m'étonnerait pas là, parce qu'il est quand même très fort mentalement, Norris. Là, il ne s'est jamais vraiment laissé abattre. Là. Il a fait des erreurs, on l'a vu, là, mais je pense qu'il a pris un coup de maturité là, puis il va arriver très fort là, en qualification. Ouais, c'est de mettre un saut sur les toutes les déclarations qui placent Lando Norris comme étant favori pour remporter le championnat cette année. Tout à fait. C'est niaiseux comme ça, mais autant qu'on le dit depuis le début, il n'y a pas de grosse conclusion à tirer de ce premier week-end-là. Mais en même temps, l'effet psychologique, si tu es supposé être le favori qui va remporter un titre cette année, puis tu pars pas nécessairement avec une victoire, comme tu dis, sacrifier la pole, mais au moins gagner dimanche, à ce moment-là, tu t'établis comme étant que tu es un possible gagnant. Si tu termines à l'extérieur du podium, ben là, la pression se fait déjà sentir. On se fait Il y a un déjà petit peu sentir. moins de risque aussi en C'est étant en ça. pôle au premier virage. Oui, 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 Tu oui, sais, parce qu'on ce l'a premier déjà vu. virage-là, Ouais. il peut être très hasardeux, là. J'aime bien Mhm. l'enchaînement, là, mais en pôle, si tu as un bon départ, tu as une pôle, tu as un bon départ, tu réussis à de garder ta voiture en avant. Je pense pas que le gars en deuxième position va te rentrer dans le derrière pour te sortir. Non. Juste vouloir rester collé à toi, et puis moi, c'est ce que je viserais. Ben, la chose qui est intéressante de ce week-end-là, c'est que on va avoir beaucoup de travail des pilotes comme à chaque course, bien sûr, mais les écuries aussi vont avoir un gros rôle à jouer, surtout dans l'identification de la température, quand est-ce qu'on va changer nos pneus, quand est-ce qu'on va saisir les opportunités de remettre les pilotes dans un tracé sec. Donc, tout ça, ça va être à prendre en considération. Chose que je veux attirer l'attention aussi pour le week-end, ce qui est important de savoir, c'est que le fameux règlement là, de un temps minimum là, lors des qualifications, là, ça aussi, Mhm. c'est encore en vigueur cette année, là. Fait que de faire attention à ça, là, on pourrait avoir des pénalités décernées, justement. Le directeur de course, Luis Marquez, a réaffirmé cette règle-là. Donc, soyez pas surpris, là. C'est un circuit qui a pas beaucoup de place lorsque les 20 voitures sont en piste en qualification. Donc, de faire attention s'il faut qu'une voiture décélère ou on bloque un autre, ça pourrait venir jouer encore un rôle déterminant là, dans les pénalités. C'est pas un règlement qu'on a renforcé souvent au cours de l'année dernière. C'est plutôt le fait une seule fois. On a pénalisé Max Verstappen Ben lorsqu'il oui. a, il a descendu en bas du temps minimum. Mais le fait qu'on l'a rementionné, qu'on a attiré l'attention là-dessus, en tout cas, si j'étais une écurie, je prendrais pas de chance, puis je rappellerais à mes pilotes de dire faites attention sur le temps minimum parce que j'ai l'impression qu'on va vouloir donner le ton dès le premier Grand Prix de l'année pour montrer comment on va gérer ça. C'est peut-être moi qui est naïf, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va faire et c'est comme ça qu'on devrait faire aussi. À part de ça, François, ben, c'est ce qui conclut notre épisode Mhm. votre guide, notre premier de la saison. Je pense que, comme tu dis, les prédictions sont bien bonnes lorsqu'on les fait. Puis après ça, ça peut s'envoler bien vite. Tout à Mais fait. du coup, d'aller avec Ferrari ou McLaren pour partir premier ce Grand Prix-là et probablement gagner la course aussi. Moi, je pense que c'est pas très audacieux, puis qu'il y a des grandes chances que ça se réalise comme ça. Mais la pluie peut toujours tout changer dimanche. C'est ce qui va être intéressant à suivre. Je vais inviter les gens en terminant parce que j'oublie toujours de le faire. Maintenant, Spotify met à votre disposition une section sondage et une section commentaires. Donc, je me fais un malin plaisir d'ajouter un sondage à chaque épisode. Donc, vous pouvez le voir sur l'application Spotify. Vous faites juste lorsque vous êtes en train d'écouter, vous pouvez descendre et puis vous allez voir là, vous allez voir apparaître le sondage et la section commentaires. Donc, vous pouvez nous écrire des messages, vous pouvez répondre à ce qu'on a discuté dans l'épisode, vous pouvez poser des questions pour un épisode prochain. Il y a déjà des gens qui nous écrivent, qui placent des commentaires. Marc-Antoine Garan, notamment, qui ça fait un plaisir de toujours commenter les épisodes. Je trouve ça le fun de lire. Donc, c'est une autre
façons de rentrer en communication avec nous. Il y a toujours Facebook, Messenger. Si vous nous écoutez aussi, les podcasts sont disponibles sur YouTube maintenant. Donc, YouTube, vous avez aussi la section commentaires. Donc, tout ça, là, gênez-vous pas, c'est toutes des façons de nous rejoindre. Puis moi, je les lis tous, les commentaires. Puis je réponds aux gens, là, aussitôt que j'ai une chance. J'aime ça répondre quand il y a des questions, des choses comme ça. Donc, je trouve ça toujours le fun. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous ces moyens-là à votre disposition et participer à nos sondages. Vous pouvez vous exprimer là, sur les différents sujets qu'on décide de mettre à la disposition des gens avec chaque épisode sur Spotify. François, je te souhaite un excellent premier Grand Prix. Beaucoup de Merci. plaisir. Est-ce que tu vas l'écouter en direct ou en rediffusion? Je Les vais enfants? l'écouter. Je vais l'écouter en direct parce que En direct? Oh, wow! ouais, parce que ben c'est quelque chose que je fais moi un peu avec les enfants, tout ça le temps. Tu sais, quand c'est un Grand Prix de nuit, là, ben, si c'est plus tard, là, vraiment dans la nuit, souvent je le fais pas, mais mon meilleur ami Simon m'a écrit récemment, puis c'est un gros fan de course comme moi, là, on écoute tout ensemble quasiment. Puis il m'a dit Hey, Grand Prix à minuit samedi, on se fait un petit get-together. Ça fait longtemps, on est dû, puis là, on va se faire un souper, on va écouter un film, on va se prendre mettre la table. Donc, oui, on va écouter Grand Prix live en direct là, samedi vers minuit. Donc, oui, celui-là va être. Puis en même temps, c'est le début de la saison. On est plus motivé d'écouter des Grands Prix en direct en début de saison. On va peut-être moins fatigué un peu. Donc, ouais, ça va être en direct pour moi, puis j'ai bien hâte. Puis j'en profite pour remercier Decker Incorporé pour la commandite. J'ai pas eu la chance de le faire lors du dernier podcast, donc merci là, au nom de, Oui, des cœurs, ben oui, bien sûr, bien ben sûr. oui, donc je le contacterai pour lui faire un petit coucou parce que c'est très apprécié là, d'avoir des gens qui nous supportent. Puis merci aux auditeurs tout le temps pour l'écoute. Donc, merci à toi pour l'invitation. Puis une belle fin de semaine à tout le monde. Ben, ça fait plaisir. Écoute, puis oui, un Grand Prix à minuit, c'est sûr que c'est différent que 3 heures du matin, comme Ouais, qu'on ça se va fait avoir. bien minuit, Ouais, là. ça se fait bien, c'est ça. Tu te couches plus tard, puis c'est Mhm. ça. Fait que ça va être intéressant de voir ça. Je veux aussi rappeler aux gens que il y en a qui se fâchent des fois, mais sur le F1 podcast, on va mettre les résultats parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a des gens qui nous suivent de partout, international, puis je peux pas attendre de mettre les résultats des qualifications des Grands Prix à 1 heure de l'après-midi le lendemain, ça n'aurait pas rapport. Fait que il y a un Ah ben temps. moi je suis bon pour ça, Les Martin. Tu sais, éviter, c'est mettons, ça. oui, je suis Ah ouais. extrêmement les divulgateurs pour moi là. Si quelqu'un m'appelle, là, hey, t'es avant que tu parles, j'ai J'ai pas pas vu la vu. course. Ben, Ou tu c'est, sais, c'est de même que j'ouvre je le pas. vois. C'est de Ouais, même que je le vois. Je pense que c'est notre responsabilité à nous, lorsqu'on n'est pas en ouais, direct, de se d'éviter couper. d'une certaine façon les réseaux sociaux. Nous autres, ben, les gens qui ont déjà vu, comme toi, tu vas l'avoir écouté à minuit, ça se Mhm, peut que tu aies envie de discuter de la séance de qualification. Donc, c'est pour ça que nous, on les publie les résultats en temps mhm, réel pour justement ouvrir ces centres de discussion-là pour les gens. Je peux pas me permettre d'attendre que, ah, ben moi, je suis Benoît, puis moi, je l'écoute à midi. Parfait, Benoît, toi, à midi, tu vas être correct mhm, si je mets les résultats. Toi, Michael, ben moi, je vais l'écouter peut-être juste à 15 heures cet après-midi. OK, fait que je vais attendre à 4 heures mettre les résultats. Toi, tu l'écoutes. Ça marche pas comme ça. On peut pas faire ça non, de même. non, c'est ça. Fait que, Donc on se les- coupe, se coupe c'est des ça. autres. Ben, j'aime Ouais. mieux le rappeler aux gens parce que je veux pas que les gens soient fâchés après nous, mais les résultats vont être là. Puis pour ceux qui pensent en plein milieu de la nuit, qui disent, hey, moi, j'ai pas envie de me coucher tout de suite, j'ai envie de discuter d'F1, ben, il va y avoir la place sur la page Facebook du F1 Podcast et les différents réseaux sociaux pour ouvrir la discussion sur ce que vous allez avoir, ce que vous allez avoir vécu, ce que vous allez avoir pensé de ce début de saison-là en F1. Donc, encore une fois, merci beaucoup, François. Bon Grand Prix. Puis, je Merci. te souhaite un super get-together avec avec tes amis. Pareillement, merci. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 14 mars. Notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le Grand Prix d'Australie. D'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, X Twitter ainsi que Instagram. Vous pourrez participer à plusieurs discussions tout au long du week-end ainsi que faire vos prédictions pour le Grand Prix de dimanche. Je vous invite aussi à nous rejoindre et à nous suivre sur nos différentes chaînes, notamment sur Spotify ainsi que YouTube. Activez la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.